Alors, bonjour, donc je vais repasser à quelque chose d'une approche nettement plus quantitative. Sur la transition donc, vers l'âge adulte des enfants atteints de maladies chroniques graves, qui est déjà la définition de pathologie chronique grave n'est pas très consensuelle, elle est plutôt opérationnelle, et on peut considérer que c'est des pathologies qui n'ont pas de guérison totale pour l'instant, et qui engagent le pronostic vital ou fonctionnel en l'absence de suivi médical régulier. Voilà, et ça, après, la définition elle peut être un peu spécifique à chaque maladie. Et pour d'une manière générale, il y a très peu de données épidémiologiques, énormément de littérature actuellement sur cette question, il y a très peu de données épidémiologiques quantitatives, et déjà pour commencer, il y a très peu de données de prévalence. La seule nationale qui existe au niveau donc aux États-Unis a été faite à partir d'une enquête par questionnaire des familles sur un échantillon représentatif, qui trouvait à peu près 30% des 12-17 ans, mais qui a englobé quelque chose d'extrêmement large, c'est très autodéclaré, et très large, y compris des troubles de la vue, la myopie, dans les pathologies chroniques. Ce qu'il y a de très nouveau, en fait, depuis une quinzaine d'années, c'est que ces pathologies, une grande partie des pathologies, on ne les voyait pas venir dans la médecine adulte, à cause des décès précoces. Et maintenant, pour la majorité des pathologies chroniques, ces jeunes atteignent l'âge adulte. Et donc, c'est une population grandissante pour laquelle se pose la question de leur pronostic et de leur qualité de vie finalement à l'âge adulte, avec des aspects qui vont émerger à l'adolescence qui ne sont pas spécifiques à des sujets malades. Alors on voit là, je vais donner quelques exemples pour être rapide. Donc par exemple pour le VIH, les enfants qui sont nés avec le VIH, voilà, la survie selon la génération est excellente maintenant. La drépanocytose, c'est pareil, après c'est à peu près le même genre de population aussi en France. On voit aussi pour les cardiopathies congénitales, pour la mucoviscidose, donc voilà, des maladies que moi je ne voyais pas quand je faisais des études de médecine, on ne les voyait pas du tout dans les services adultes. Donc la question qui se pose, qui est finalement la transition vers l'âge adulte, la majorité des préoccupations sont absolument pas spécifiques de jeunes malades. Et ils ont les mêmes questions finalement qui se posent que pour des jeunes de la population en général, d'autonomisation, le début de comportement à risque éventuellement. Mais ils ont des contraintes supplémentaires liées au traitement, aux douleurs et aussi aux altérations de l'image corporelle. Et des questions aussi qui sont autour de leur désavantage social liés à la maladie, qui peuvent s'additionner à d'autres désavantages sociaux. En tout cas, tous ces patients-là vont avoir à passer quelque chose qui leur est spécifique, qui est le transfert de leur service, de leur suivi en médecine pédiatrique vers un service en médecine adulte. À un moment donné ou à un autre, ça va se poser. Ça va se poser soit parce qu'on ne peut plus les traiter, on ne peut plus les opérer avec le matériel pédiatrique. Il y a ils ont besoin parce qu'ils ils veulent plus être dans des salles d'attente avec des bébés. Et donc, à un moment donné, ça va se poser. Sauf que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont beaucoup plus, entre guillemets, chouchoutés en pédiatrie, beaucoup plus encadrés. Et la famille est partie prenante des traitements. Dès qu'ils vont être en médecine adulte, les familles vont être écartées en grande partie. Donc il y a des freins pour le passage. Et les questions qui se posent sont qu'à l'occasion de ce passage, il n'y a pas d'âge consensuel. Rentrer aux urgences, quand on a en urgence, à partir de 15 ans, on va aux urgences adultes. Mais quand on est suivi en pédiatrie, on peut y rester à 20 ans, 22, 23, 24 ans. Et donc, il n'y a pas d'obligation absolue pour passer en médecine adulte très claire. Donc, le risque, c'est qu'ils aient une moins bonne observance, il y a un certain nombre d'études qui montrent que c'est un passage de vulnérabilité, mais pour certains, au contraire, ça améliore l'observance qui n'était pas très bonne au moment de l'adolescence en pédiatrie. Voilà, donc il y a des recommandations qui sont faites, beaucoup de recommandations, mais qui sont sur peu de données finalement issues de l'étude, mais plus sur des consensus, des consensus d'experts
sur recommander des transitions progressives avec des programmes de transition, et il y en a beaucoup qui sont testés, mais pas vraiment évalués. Donc nous avons fait, donc c'est ce que je voudrais vous présenter, d'une part une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps sur la mortalité et le recours aux soins en France par des adolescents porteurs d'une maladie grave à partir des données d'assurance maladie, de GB. Et puis ensuite, je vous présenterai des données descriptives qui concernent la population de patients porteurs du VIH, de jeunes adultes, mais qui vivent avec le VIH depuis leur petite enfance. Donc, l'objectif de cette étude que nous avions menée était d'estimer d'abord la prévalence de ces pathologies chroniques graves quand on a 14 ans, vers l'adolescence, d'estimer le taux de mortalité et la probabilité d'hospitalisation dans les 5 ans qui suivent, c'est-à-dire entre finalement 14 et 21 ans, et de regarder comment avaient évolué ces hospitalisations par âge. Donc, l'étude a été fait donc une extraction de l'EGB, qui est un échantillon au 1/100 de la base de l'assurance maladie, donc qui couvre quasiment toute la population, à part quelques régimes spéciaux sont inscrits, font partie de l'EGB. Elle est accessible depuis début mars 2005. Les données sont enregistrées depuis mars 2005. Et donc, on a constitué, à partir de cette base, une cohorte rétrospective d'enfants nés entre 91 et 92 et toujours vivants en France à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire qu'ils devaient être présents. On devait pouvoir les repérer quand ils avaient au moins eu 14 ans, vivant entre 2005 et 2013. Donc voilà, c'est la génération des 91, 80... Non, jusqu'à 99, excusez-moi. 91 à 99. Voilà. Voilà, et on les a inclus à 14 ans et on regardé les données qui se passaient dans les 5 ans qui suivent. Donc, on a identifié dans cette... on voit plus rien. On a identifié parmi eux tous ceux qui avaient été enregistrés pour une affection longue durée avant l'âge de 14 ans. Au moins une fois avant l'âge de 14 ans. L'affection longue durée, ça veut dire que la sécurité sociale, enfin l'assurance maladie, permet des soins totalement gratuits pour cette affection longue durée. Donc il y a une expertise, donc quand il y a une affection longue durée, il y a un code de la maladie, et donc on sait quelle pathologie a donné lieu à l'ALD, et elle est validée, et ça correspond à des maladies graves, soit graves sur le plan pronostic, sur le plan des conséquences médicales, soit très coûteuses en termes de prise en charge liée à la chronicité. Et donc, on en a repéré 2000 qui à 14 ans avait eu au moins une ALD, et 59 000 donc, autres adolescents de 14 ans qui avaient donc pas d'ALD. Alors, au total, la prévalence des pathologies dans cette population est de 3,2%. Donc, évidemment, là, c'est très petit, parce qu'on a un très très grand échantillon. Qui sous-estime probablement un petit peu, puisqu'on peut ne pas faire déclarer en ALD quand on n'a pas besoin si on a de la prise en charge, mais enfin, les pathologies lourdes et graves, elles sont pratiquement toujours en ALD, surtout à partir d'un certain temps. Et donc, on a en tout cas probablement une bonne estimation de la prévalence en France des maladies graves, vraiment graves, chroniques. Alors, on avait distingué, selon la littérature, un autre article avait fait et qui était pertinent, les pathologies psychiatriques, les pathologies d'organes non complexes et les pathologies d'organes complexes, avec le fait que les pathologies d'organes complexes sont probablement plus difficiles à prendre en charge en médecine adulte, parce que la médecine adulte s'organise par spécialité. Et donc, quand on a commencé avec des pathologies multi-organes dans l'enfance, c'est très compliqué quelquefois d'arriver à trouver une structure adulte qui connaît la maladie et essaie de la prendre en charge. Donc la pathologie, voilà, donc voilà les types, et puis après on les a déclinés. Alors, la mortalité pour ces jeunes de 14 ans, la mortalité dans les 5 ans qui suivent, elle est 13 fois plus élevée pour ces adolescents porteurs d'une maladie chronique grave. Elle est de 20 pour 10 000 contre 1,9 pour 10 000 chez les autres adolescents.
Donc, c'est pas très étonnant, mais ça veut dire vraiment que ça reflète bien la gravité de ces pathologies. Ce qui est déjà intéressant sur ces données, c'est que dans la population qui n'a pas d'ALD, chez les adolescents de la population générale, il y a une surmortalité chez les garçons, qui est connue. Une surmortalité chez les garçons. La mortalité est beaucoup plus faible que quand on a une pathologie, mais il y a une surmortalité chez les garçons. Dans la population de ces jeunes atteints d'une maladie chronique, avec 13 fois plus de décès, il n'y a pas de surmortalité. La mortalité est la même chez les garçons et chez les filles. Et donc, peut-être que je peux discuter au fur et à mesure un petit peu des hypothèses qu'on a là. C'est que l'une des hypothèses qu'on a essayé aussi de valider par la suite, là, c'est que une grande partie de la surmortalité chez les garçons est liée à une surmortalité accidentelle ou de prise de risque, et que chez des jeunes malades qui sont atteints d'incapacité ou qui ont des contraintes spécifiques liées à leur maladie, il se peut que cet excès de mortalité lié à des prises de risque soit moins forte. Plutôt à cause des incapacités que j'ai. Par exemple, si on se tue en moto, si on ne peut pas prendre la moto parce qu'on a un handicap lié à la maladie, des douleurs, eh bien, on est moins exposé à ce type de risque. Donc c'était une hypothèse. En tout cas, il y a une interaction qui est significative vraiment entre le sexe ou le genre et le fait d'avoir une pathologie chronique. Alors on a regardé ici l'évolution du taux d'incidence, enfin de la probabilité d'hospitalisation à 5 ans. Donc ça c'est la probabilité d'hospitalisation à 5 ans, elle est de 60% chez ceux qui ont une maladie chronique et de 40% chez ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Mais quand on regarde le taux d'incidence des hospitalisations par âge, on voit que chez la population générale, les adolescents, il y a une relative stabilité, en tout cas il n'y a pas de baisse, donc ça c'est l'hospitalisation planifiée, ça c'est les hospitalisations passant par les urgences, et en blanc c'est l'hospitalisation globale. Il y a une évolution qui est un peu stable pour du temps. Quand on regarde chez les jeunes qui sont à 14 ans atteints d'une maladie chronique grave, il y a une chute brutale à 19-20 ans des hospitalisations planifiées. Alors que ce n'est pas le cas pour les hospitalisations passant par les urgences. Alors ici, il ne s'agit que d'hospitalisations en court séjour et pas des hospitalisations en structure de long séjour, ni en psychiatrie de long séjour. Donc c'est vraiment l'hospitalisation pour une pathologie aiguë, pour quelque chose d'aigu. Donc, quand on a regardé plus en détail ces hospitalisations en court séjour, toujours entre 14 et 21 ans, on voit donc pour les hospitalisations planifiées, ici en bleu c'est ALD, en orange c'est les couleurs que vous avez, mais voilà, ce sont la population générale. Il y a évidemment plus d'hospitalisations planifiées donc chez les sujets qui sont atteints de maladie que ceux qui ne le sont pas, avec quelque chose qui est un petit peu plus chez les hommes que chez les femmes, voilà. Quand on regarde les hospitalisations non planifiées, alors que c'est pareil pour les hommes et les femmes, donc passant par les urgences, il y a un petit peu de différence aussi entre hommes et femmes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de regarder qu'on a regardé les hospitalisations pour une cause externe, c'est-à-dire pour une blessure, les hospitalisations pour une cause accidentelle. Et on voit là quelque chose qui est, c'est-à-dire que là où il y a le plus d'hospitalisations pour une cause externe, c'est les garçons non malades, enfin, non atteints de maladies chroniques. Et là, on retrouve, et donc pour les garçons, sont un petit peu plus bas. Et on voit vraiment la différence à deux genres, en tout cas. Les filles ont moins d'hospitalisation pour des pathologies accidentelles. Alors, une dernière chose qui n'était pas dans la publication, mais sur laquelle on a continué, on n'a pas encore fini, on a regardé la relation entre un indicateur de précarité, donc dans le GB, il y a peu d'indicateurs de précarité, et il y en a un qui est le fait d'être affilié à la CMU-C, qui signifie vraiment d'être en dessous du seuil de pauvreté, pour la famille en tout cas. Et donc, on a regardé la mortalité selon le fait d'être affilié à la CMU-C ou pas, et il y a une surmortalité chez les... alors, c'est uniquement chez les patients atteints d'ALD, donc chez les patients atteints de maladies chroniques. Il y a une surmortalité chez les jeunes avec un indicateur de précarité par rapport à ceux qui n'en ont pas.
Alors, c'était connu, hein, c'est connu qu'il y a un effet de la précarité sur la mortalité. C'est pas connu et pas décrit chez des jeunes de 14 ans qui sont atteints de maladies chroniques. Et nous, on avait plutôt l'hypothèse que peut-être au contraire, chez ces jeunes qui sont pris en charge depuis leur enfance, extrêmement, pour lequel la maladie chronique est quelque chose pour lequel il y a une intolérance de la société à la maladie chronique, et donc on a des efforts très particuliers qui sont faits pour ces jeunes malades, eh bien peut-être que ça allait niveler, finalement, contrebalancer les effets de précarité sociale. Donc en tout cas, nos résultats ne vont pas du tout dans ce sens. Évidemment, il faut rester très prudent dans les interprétations sur ces données qui sont très descriptives. Voilà, donc au total sur ces résultats, on voit que voilà, on le dit, après la mortalité est évidemment beaucoup plus fréquente chez ces malades, chez ces jeunes patients malades, mais sans qu'on retrouve la surmortalité garçon-fille. Et la chute de l'incidence des hospitalisations, très brutale, à 19 ans, elles vraiment nous ont posé la question, on se pose la question du rôle du transfert en médecine adulte, parce que le transfert en médecine adulte, quand même, il se fait probablement majoritairement à cette période-là. C'est un moment où peut-être les jeunes vont perdre l'adhérence et donc vont plus aller en consultation planifiée, ou alors c'est les services de médecine adulte qui s'organisent autrement. Et finalement, en médecine adulte, on peut être amené à voir les patients plus en hôpital de jour qu'en pédiatrie. Donc, en tout cas, il se passe quelque chose à cette période de transition. Voilà. Alors, pour cette étude, l'EGB a un certain nombre de limites qui fait que, d'une part, on a peu de données socio-économiques. On n'avait pas jusqu'à présent le service. Donc, on ne pouvait pas étudier, dans ces données le type de transfert, justement, pédiatrie médecine adulte, parce que ce n'est pas identifié dans le GB. Donc, on ne pouvait pas étudier notre hypothèse de transfert à partir de ces données. Est-ce que j'ai eu le temps ou pas? Je ne sais pas, j'ai passé combien pour donner quelques résultats sur les enfants infectés par le VIH. Donc, on a une cohorte dans l'équipe VIH pédiatrie. On coordonne des cohortes de patients atteints de VIH, en particulier dans le domaine de la transmission mère-enfant du VIH, avec une cohorte qui existe depuis 1985 qui a inclus 20 000 grossesses, dont je ne parlerai pas ici des enfants qui sont majoritairement non infectés. Mais donc, quand un enfant est infecté, il est suivi jusqu'à 18 ans. Il était suivi jusqu'à 18 ans. Et puis, depuis 2010, on a complété par une cohorte de jeunes adultes qui pouvaient inclure ces enfants pour lesquels on est arrivé au bout du suivi, mais qui pouvaient aussi inclure d'autres jeunes adultes dont on était sûr que le diagnostic avait été fait avant 13 ans. Donc ici, on n'a que des jeunes enfants ou adultes qui ont été diagnostiqués pour le VIH avant l'âge de 13 ans et la majorité dans la toute petite enfance. Donc la majorité de ces enfants qu'on suivait dans la cohorte d'enfants sont maintenant vivants et majeurs. Tous ceux qui sont malheureusement décédés le sont avant 2000. Et donc une partie ont été inclus dans Covert, et puis on a un peu plus, on a 300 enfants, 380 enfants dans la cohorte d'adultes. Et donc, je vais vous donner quelques résultats préliminaires sur les données de ces jeunes adultes qui vivent avec le VIH depuis leur toute petite enfance. D'abord, selon l'âge, ceux qui sont en médecine adulte, déjà qui sont suivis en médecine adulte, ils sont 20% à être suivis en médecine adulte entre 15 et 17 ans. La moitié parmi ceux qui ont entre 18 et 20 ans, et ils sont quand même majoritairement en médecine adulte entre 20 et 25 ans. On a utilisé, il y a des autoquestionnaires qui sont posés à ces jeunes adultes à chaque échéance, tous les ans. Et on a regardé s'il y avait des différences entre ceux qui sont encore en pédiatrie, ceux qui sont actuellement en service de médecine adulte et ceux qui sont encore en pédiatrie, selon qu'ils sont encore petits, entre guillemets, petits jeunes, 18-20 ans, ou déjà des plus jeunes, plus âgés. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour ceux qui sont actuellement en médecine adulte, ils sont passés à 18 ans, aux alentours de 18 ans en médecine adulte. Ils connaissent leur statut VIH, on ne leur révèle pas quand ils sont petits en général, depuis l'âge de 12 ans.
Alors que et c'est pareil pour ceux qui sont actuellement en pédiatrie. Donc si on peut comparer peut-être comme ça. Ceux qui sont actuellement en médecine adulte, ils ont connu leur VIH à 12 ans, les autres à peu près à 11 ans, donc c'est à peu près la même chose pour tous. Leur mère est décédée plus souvent pour ceux qui sont en médecine adulte. Alors leur mère qui est contaminée par le VIH parce que c'est une transmission périnatale, donc l'essentiel de ces enfants ont leur mère infectée par le VIH. Donc en médecine adulte, leur mère est plus souvent décédée au même âge. Leur père moins souvent parce qu'il prend moins le relais en général. Et puis, ils ont plus souvent, quand ils sont en médecine adulte, ils racontent qu'ils ont moins souvent oublié de prendre leur traitement dans les 4 derniers jours, et respecter plus souvent le protocole, c'est-à-dire qu'ils sont plus adhérents, selon l'auto-questionnaire, que ceux qui sont encore en pédiatrie. Donc au même âge égal, ceux qui sont en médecine adulte semblent répondre qu'ils sont un peu plus respectueux des traitements qu'ils doivent prendre tous les jours. Alors, il y a un marqueur très, très simple de l'adhérence pour les enfants qui sont pris en charge pour les patients VIH, c'est la quantité de sang, de virus circulant dans le sang, la charge virale. Quelqu'un qui est adhérent en France, on a toujours une option thérapeutique et normalement il doit être indétectable. On doit être capable, quel que soit son âge, quelle que soit son histoire thérapeutique en France, qu'il soit indétectable. Quand on regarde les enfants contaminés par voie périnatale, et qu'on a regardé aux dernières nouvelles la proportion qui était justement indétectable, ce qu'on voudrait, chez ceux qui ont 6 ans, ils sont que 73% à être indétectables. Quand ils ont entre 6 et 12 ans, ils sont 77%. Donc quand ils ont entre 13 et 17 ans, ils sont même 64%. Ça baisse encore. Puis ça remonte un tout petit peu à 18, 24 ans et 25 ou plus. Mais en fait, en gros, ils sont un tiers à être. Il y a un problème d'adhérence pour un tiers d'entre eux. Alors, on a comparé avec des adultes infectés par le VIH, contaminés à l'âge adulte, dans les corps qui sont également coordonnés dans la même équipe, à des durées de contamination équivalentes. On a regardé donc les enfants de 6 ans, est-ce que des adultes contaminés depuis 6 ans, quel est finalement leur taux de détectabilité? Il est tout le temps bien meilleur. C'est-à-dire, quelle que soit la durée de contamination, finalement, la proportion d'indétectabilité est bien meilleure est bien plus mauvaise finalement chez des jeunes qui vivent avec le VIH depuis l'enfance et particulièrement à l'adolescence. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc c'est une période compliquée dans laquelle le transfert va être un des éléments, mais qui ne va pas être le seul élément. 2 tiers des jeunes sont indétectables à l'inclusion. C'est pareil chez les hommes et chez les femmes. Il y a quand même environ 20%, 17% qui ne savent pas s'ils sont indétectables ou non, quand on pose leur question. Donc la variable charge virale, on la connaît par les données médicales, mais quand on pose la question sur leur indétectabilité, on peut confronter, et il y a 17% qui disent qu'ils ne savent pas, donc ils ne s'intéressent pas. Et donc je voudrais finir sur un élément qui commence dans cette période-là en parallèle et qui va probablement jouer énormément dans leur adhésion à aux contraintes médicales, c'est l'entrée dans leur vie sexuelle. Ce qu'on a à partir toujours des autoquestionnaires, ils ont entre 18 et 24 ans au moment où ils passent ce questionnaire. Ils ont majoritairement eu au moins un rapport sexuel. L'âge de premier rapport est à peu près celui de la population générale, 17 ou 18 ans. Ils ont eu au moins 2 partenaires majoritairement, et leur dernier partenaire, quand ils répondent à la question, c'était dans l'année. Donc, ils sont sexuellement actifs. Et pour ceux qui sont justement sexuellement actifs dans l'année, ils sont la moitié à avoir eu des partenaires réguliers exclusivement, soit un petit ami, soit un conjoint, même pour certains. Ils sont déjà même certains mariés, même certains ont déjà un enfant. Et particulièrement au dernier rapport, c'était avec un partenaire régulier. Un seul déclarait avoir eu un rapport avec un partenaire sexuel séropositif. La majorité ont des partenaires séronégatifs, donc auxquels éventuellement ils pourraient transmettre le VIH s'il n'y a pas de préservatif, soit dont ils ignorent le statut. Donc,
Et les contraceptions, c'est à peu près, je pense, de l'ordre du grandeur de ce qu'on a dans la population générale. Et pour finir, donc l'utilisation de préservatifs régulière, qui est une injonction qu'on fait à tout le monde actuellement en France, pour tout le monde, tous les porteurs de VIH, même si de plus en plus une partie entendent que quand on est complètement indétectable, on n'a pas besoin de mettre le préservatif parce qu'on ne risque pas de contaminer ses partenaires. En tout cas, l'utilisation non régulière de préservatifs chez ces jeunes donc, qui n'ont pas des partenaires séropositifs, elle est fréquente au cours de la dernière année. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Elle est plus fréquente chez ceux qui ont un niveau d'études plus bas. Et surtout, elle est très sous-estimée par les médecins, parce qu'on demande aussi aux médecins, un questionnaire auprès des médecins, si leur patient a utilisé ou pas, utilisé un préservatif de façon systématique ou pas. Et donc, 19% des médecins pensent seulement que leurs patients n'ont pas utilisé de préservatif régulièrement. Et elle est un peu plus fréquente, mais franchement pas très différente, chez ceux qui se pensent peut-être rassurés par une chirurgie virale indétectable. En gros, c'est un petit peu lié, mais la différence est de l'ordre de 48 et 52%. Donc, en fait, c'est pas ça qui va jouer de façon prédominante. Voilà. Donc voilà. Donc, donc la transition vers l'âge adulte, c'est un enjeu majeur pour tous ces jeunes. Nous, on l'a beaucoup étudié. On commence à l'étudier. On va pouvoir l'étudier en détail sur les patients porteurs de VIH. Mais les questions se posent dans des termes souvent très très proches pour les autres pathologies chroniques. Et donc, on a un projet d'enquête que je ne vais pas décrire ici, un projet d'enquête nationale sur la transition vers le transfert en médecine adulte pour des jeunes atteints de maladies chroniques graves depuis l'enfance. Voilà. Et alors moi j'avais des questions juste parce que je suis sûre d'avoir compris sur la première présentation que tu fais, tu repères les enfants, les enfants à partir de l'ALD dans l'EGB. Ils ont quel âge au moment où tu les repères? En fait, on identifie tous les jeunes qui ont au moins ils ont eu 14 ans dans l'EGB. Donc tous les jeunes, quels qu'ils soient. Et après, pour tous ces jeunes, donc il faut qu'ils aient eu au moins 14 ans. On ait pu avoir à un moment donné, on les inclut quand ils ont eu 14 ans. Donc ceux qui ont commencé quand le GP était disponible, ils avaient déjà 17 ans, ils ne sont pas inclus. Donc voilà. Et à 14 ans, on regarde ceux qui ont eu une déclaration d'ALD dans leur enfance ou actuellement, enfin avant 14 ans. Parce qu'on arrive à avoir en fait l'ALD liée à l'enfance sans passer par le numéro de sécu des parents. Enfin, je sais. Ah oui, l'ALD, elle fait partie, elle est indiquée dans le GB. Les données d'ALD, on a l'ALD, le fait d'avoir une ALD ou pas, et on a le code de la maladie ayant donné lieu à l'ALD dans le GB, comme dans le SNIRAM, mais là dans le GB. Oui, ça, je sais qu'on l'a dans le GB, mais c'était juste que le numéro en fait. On n'a pas besoin de numéro, on fait l'analyse. T'as le numéro que tu veux. En fait, on est sûr que c'est l'ALD de l'enfant et pas de. Ah oui. Oui, on est sûr que c'est l'ALD de l'enfant. Et donc les enfants après là sont séparés entre ceux qui vont dans la médecine générale et ceux qui vont. Non, ça nous on n'a pas pu faire. Nous ce qu'on a regardé c'est uniquement parce que dans le GB on n'a pas les données de service. Donc on ne sait pas si un sujet, on ne peut pas savoir si un enfant, par exemple, s'il est suivi dans un hôpital où il y a à la fois la pédiatrie, le service de pédiatrie et le service de médecine adulte, on peut savoir qu'il était dans un hôpital, mais on ne peut pas savoir si il était en service de pédiatrie ou en service de médecine adulte. Donc on ne peut pas faire ce travail sur le transfert vraiment en service. Bah, c'était la limite. Donc voilà, donc on a au départ. Donc en fait, en gros, il y a 800 000 sujets dans le GP et il y en a 69 000 pour lesquels ils sont repérables à 14 ans. Donc voilà. On sait au moins qu'ils sont hospitalisés pour leur pathologie. Alors, on peut avoir, oui, on a des informations sur l'hospitalisation. C'est pour ça que ça, on a pu étudier les hospitalisations. Donc les hospitalisations, on a les hospitalisations, les causes d'hospitalisation et le type d'hospitalisation. Alors là aussi, l'hospitalisation, c'était aussi une limite de l'EGB, c'est qu'on les a pour tout ce qui est court séjour.
Mais on les a pas, en tout cas sur la période étudiée, parce que ça s'enrichit un peu le GB. Donc, il y a des données maintenant qu'on pourrait utiliser. Bah, voilà, par exemple. Donc on a exclu ici tout ce qui n'est pas hospitalisation de court séjour. Et on a l'entrée par les urgences aussi. Donc, mais par exemple, on ne peut pas savoir si c'est une hospitalisation en pédiatrie ou en médecine adulte. Et on sait la cause d'hospitalisation. C'est pour ça qu'on a pu aussi faire ce travail sur, on a fait sur d'autres causes, hein, mais on a pu identifier notamment l'hospitalisation pour le type de cause, puisqu'on avait une hypothèse sur peut-être un lien entre la surmortalité et les causes externes, enfin pour expliquer le ratio différent chez les LD pas LD. Est-ce que par hasard, c'est des enfants qui sont suivis en ville par un pédiatre ou par un généraliste? Alors, ça on pourrait, mais on l'a pas fait. On pourrait faire cette étude. On voudrait compléter justement maintenant, surtout quand ils passent à l'âge adulte, parce qu'il y a quand même une hypothèse qu'une partie probablement sont de plus en plus suivis en médecine de ville. C'est que là le VIH. Le VIH, par exemple, les enfants, d'abord la pathologie VIH est en train de changer. Donc avant, les gens venaient tous les 6 mois dans les centres de référence. Maintenant, il y en a qui ne viennent presque plus dans les centres de référence, même qui sont suivis en ville. Donc ça change avec le temps, et probablement particulièrement chez les jeunes adultes. Donc il faut absolument incorporer cette information faut mettre en lien avec le suivi en médecine de ville, oui. Et sur une des courbes qui suivait, qui était une courbe d'incidence, on avait C'est celle-là. Non. Ah, pardon. C'est celle-là. Ah oui. On a quand même l'impression que c'est à 18 ans que ça se met à décoller là, avec la CMU. Oui, c'est possible, ouais. De fait, Oui. à ce moment-là, la Oui. famille n'est plus là. Oui. Oui, c'est la CMUC de la famille. C'est la CMUC, je pense que c'est quand même, c'est individualisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la. Bah, tu dépends de ta famille comme assuré sociaux, si la CMUC. Comme ça, on a aidé. Ouais. C'est pas un peu lié à ALD et CMUC? Parce que du coup, quand tu es en ALD, comme tu es pris à 100%, tu demandes moins facilement. Enfin, c'est l'inverse plutôt. C'est probablement peut-être plutôt l'inverse. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est qu'il se peut qu'il y ait une partie de sujets qui sont en CMUC et qui n'ont pas besoin de demander l'ALD. Donc on peut rater des ALD mais du coup ça aggraverait pratiquement enfin on a fait, ça n'irait pas dans le biais, ça tendrait pas à diminuer le lien. Et quand même comme on prend des jeunes de 14 ans, c'est-à-dire que l'ALD, ils finissent par avoir l'ALD quand même souvent. Éventuellement ils vont l'avoir moins vite, mais ils vont en général la demander parce que c'est quand même avec la CMUC, il y a une reconnaissance, il y a quand même des. Voilà, donc. Ah ben non. Par exemple, si dans l'ALD, par exemple, il y a l'asthme chronique, il y a l'asthme, mais l'asthme grave. Il faut que l'asthme soit grave. Donc. Est-ce que les CMUC ne sont pas surreprésentés dans certaines pathologies chroniques qui sont plus létales? Je sais pas, on n'a pas vraiment regardé, oui. Alors, on a. Oui. Je vois pas tellement. Oui, bah, la question mérite d'être regardée, mais je pense qu'on avait regardé, je me souviens plus, c'est Antoine Rachas qui avait fait, j'ai oublié. Si la CMUC était différente selon la pathologie, moi je crois qu'on avait regardé. Mais... En fait, il faut voir que vous n'avez pas le détail, hein, mais les pathologies, elles sont on les a fait des grands groupes pour des raisons un peu globales prise en charge, parce que d'autres ont fait la même chose, donc on a voulu pouvoir comparer aussi. Mais des pathologies, il y en a énormément. Et la diversité, elle est à tous les niveaux. Donc c'est très compliqué, je pense, d'analyser. Et si on fait ça par groupe, on n'aura pas une idée. Parce qu'en fait, la létalité est plus forte pour les pathologies complexes, que c'est elles qui ont la mortalité la plus élevée, c'est pas étonnant. Mais je pense que c'est difficile comme analyse, en tout cas au niveau du GB. Je pense que peut-être qu'il faudrait le faire au niveau du CIMARA, mais le GB reste quand même avec un échantillonnage ou un centième, pour des pathologies qui sont finalement très, très hétérogènes. Je pense qu'on va avoir du mal à faire le lien. Et on a 16 décès là. Donc on peut pas faire, on peut pas aller très loin.
On a fait des ajustements sur le temps d'observation, par contre, pour avoir des biais de temps d'observation, mais... Je trouve que la remarque de Philippe est intéressante, parce que c'est pas la... Enfin, comme souvent... Oui, oui, mais non, mais je suis d'accord, je trouve ça très pertinent comme aussi, oui. Je me fais une phrase, oui. C'est pas la même variable. La CNUC, quand ils ont 14 ans, c'est la CNUC des parents. Et la CNUC, quand ils ont 20 ans, c'est à qui, c'est la leur. Quand est-ce qu'on a la CNUC? C'est l'assurance. Mais on peut rester sur la sécurité. Je pense que c'est l'assuré social qu'il a. Donc, quand tu dépends de l'assurance des parents, c'est l'assurance des parents. Mais je pense qu'on est sur une période 14 à 21 ans. En plus, on est chez les patients qui sont atteints de pathologies chroniques, donc dont l'autonomisation est vraiment un peu plus tardive. Donc, je pense que sur cette période-là, C'est encore la sécurité des parents. je pense qu'on peut le savoir. Mais voilà, cette période-là, à mon avis, on est quand même principalement sur les parents, j'imagine. C'est un indicateur très, très grossier. Hein. C'est un indicateur très grossier. Mais il est quand même donné il témoigne vraiment d'une famille, d'un revenu de famille, d'une famille avec un seuil en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça que c'est. Donc, quand même, quand on l'a, on est vraiment moins bien loti que la population générale. C'est peut-être plus le premier, effectivement, des trois paquets, surtout le troisième, on ne voit pas très bien comment on peut le gérer, parce qu'il y a un paquet psy, Oui. un paquet organes. Oui. On peut imaginer qu'ils sont peut-être suivis par des spécialistes. Enfin, bon, les choses sont finalement peut-être assez codifiées. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça. Ouais. Bon, la psychiatrie, forcément, c'est un petit, on imagine, sur le parcours personnel Oui. des individus. Alors après, les autres, je ne sais pas ce que ça peut donner. Alors les autres, en fait, comme ils intègrent plusieurs organes, c'est surtout là qu'on voit les difficultés de trouver des structures de spécialistes adultes, de spécialités adultes qui les prend plus. C'est plus difficile qu'ils soient pris en charge parce que finalement ils sont vus par plusieurs spécialistes qui sont organisés en pédiatrie. Il y a beaucoup moins de pédiatres. Donc les spécialistes de pédiatrie, ils sont beaucoup moins dispersés qu'en médecine adulte. Mais oui, Ah oui, alors ce qu'on a mis ici, c'était les pathologies les plus fréquentes, représenté là, c'est les plus fréquentes de chacune. C'est les top 3 de chaque, mais il y en a énormément. Elle est dans l'article, il y a la liste détaillée, oui. Donc, pour aller plus loin, il faut travailler sur les données, il faut travailler sur le SNIRAM. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le SNDS. Là, c'était un premier coup de sonde qui donne quand même une idée sur la première idée. D'abord, il y a très très peu de données qui sont épidémiologiques, mais si on veut aller un peu plus loin et notamment sur les parcours de soins, je pense que c'est particulièrement intéressant à étudier dans la SNDS parce que on va l'avoir de façon très précise. Question technique, quand on travaille sur le GD, on travaille sur la base de Oui, c'est exactement comme pour travailler sur le SNIRAM, mais les contraintes étaient moins fortes quand Antoine Rachas l'a fait chez nous, parce qu'on pouvait importer les données et travailler éventuellement. C'est-à-dire, les contraintes, elles sont maintenant, on ne doit rien apporter. Et bientôt, ce sera, alors on peut le faire encore, techniquement, mais on n'a pas le droit, mais on peut. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Mais actuellement, il y a des outils qui vont être faits qu'on ne pourra même pas techniquement importer, exporter. Enfin, donc voilà. Peut-être qu'on va